Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 22 janvier et à la une de cette édition, la Société immobilière de Mayotte, la CIM et la préfecture organisaient ce jour la journée professionnelle de la construction et du logement. Ce séminaire d'information avait pour but de mener, avec les acteurs locaux du BTP et de l'urbanisme, une réflexion globale et construite sur les perspectives du territoire de Mayotte en matière de construction. Il en ressort que pas moins de 30 000 logements devront être construits lors des 10 prochaines années. Paul-Arthur Avit. Rassembler les professionnels de l'urbanisme et du BTP, voilà la raison de ce séminaire. En effet, l'île aux parfums a un besoin urgent de logement. Pour expliquer ce séminaire, la préfecture, la CIM ainsi que le conseil départemental ont organisé un point presse en amont du séminaire. Cette journée professionnelle de la construction et du logement que nous organisons aujourd'hui, elle est faite pour que tout le monde ait en tête les défis qui se posent à nous dans les 10 prochaines années, produire 30 000 logements. La CIM, qui désormais va bénéficier du renfort de la CDC, c'est un groupe important, va devoir produire 5 000 logements en 10 ans, 500 par an, c'est considérable. Le secteur privé, c'est-à-dire les gens qui font appel à leurs banquiers pour financer leur logement directement, sans bénéficier d'aide, eh bien, il va en produire 15 000, c'est en gros ce qu'il produit sur 10 ans, donc on reprojette 15 000 logements pour lui, donc 15 000 sur le secteur privé. Soit un total de 25 000 logements, il reste donc 5 000 logements à produire, raison pour laquelle ce séminaire a été organisé, trouver les acteurs capables de les produire et d'arriver aux 30 000 logements prévus dans 10 ans. Si on se projette à 10 ans, on voit que le dynamisme économique qu'on enregistre aujourd'hui à Mayotte, je rappelle que Pôle emploi a recensé 4 000 offres d'emploi en 2019, qu'on a créé probablement plus de 1000 entreprises, dont 150 à 200 qui sont sorties du secteur informel, ce qui est une très bonne chose. Jamais on avait créé autant d'entreprises à Mayotte. Je rappelle que le climat des affaires, c'est-à-dire le moral des chefs d'entreprise, est redevenu positif au cours du dernier trimestre 2019. Enfin bref, tous les clignotants sont ouverts, alors même que le contrat de convergence considérable n'a pas encore produit ses premiers effets sur le terrain. Une mobilisation de force qui permet à l'île aux parfums d'évoluer à un rythme soutenu. Il va falloir maintenant attendre 10 ans pour savoir si cette promesse des 30 000 logements sera tenue. Le secrétaire général de la société Sandawana, qui fait partie du groupe IBS. David, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Alors, IBS n'était pas présent lors effectivement de ce séminaire, mais par contre, vous avez fait la une de l'actualité aujourd'hui, malheureusement contre votre gré, parce qu'il s'est passé des choses du côté de la carrière de Kangani. Il y a eu un différend à nouveau avec le groupe Vinci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé dans la matinée ? Oui, ce qui s'est passé, c'est vrai qu'on aurait préféré être dans l'hémicycle pour participer à cette réunion. Malheureusement, on devait avoir, c'était prévu une visite de la direction de Vinci et de Sapiteur dans le cadre d'essais réalisés sur la carrière. Et c'est que nous avions bien évidemment autorisé en préférant un passage via la zone industrielle Vallée 3, étant donné que le village refusait clairement que Vinci passe par le centre du village, parce que ça aurait créé un précédent pour une future, quelque part, suridentification de la circulation. Malheureusement, Vinci ne l'a pas entendu ainsi. Ils ont souhaité passer directement par le village, faire un coup de force. Donc, en tant que propriétaire privé, puisque pour accéder au site de carrière, il fallait qu'il passe nécessairement par une propriété privée. La vôtre, celle d'IBS ? Là, c'est la propriété de la société Sandawana que je représente ce soir. Et donc, on leur a clairement exprimé qu'ils ne pouvaient pas passer sur une propriété privée, mais qu'ils avaient tout loisir de passer par la zone industrielle Vallée 3 et d'accéder au site de carrière. Ils n'ont pas entendu ainsi. Et ils ont préféré faire appel aux forces de l'ordre, donc ils se sont déplacés sur le site. Il était déjà 8h30. On a bien évidemment parlementé avec les forces de l'ordre. Le village, les représentants du village se sont associés à ces discussions parce que eux-mêmes, comme je le dis tout à l'heure, ne voulaient pas que Vinci passe par ce chemin. Et surtout, nous, on ne voulait pas qu'il passe par notre propriété. Et la décision a été prise de faire appel aux forces de l'ordre et que une intervention des forces de l'ordre ait eu lieu. Une décision prise par les autorités et la préfecture. On n'arrive pas à savoir qui a pris cette décision, mais je pense bien que c'est une décision qui vient de la préfecture.
Et clairement, moi ce soir, je suis indigné. Je suis indigné parce que on a clairement été victime d'une agression. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous étiez là, vous avez dit aux gendarmes qu'ils ne pouvaient pas passer par votre terrain, ce terrain privé qui appartient à Sandawana. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a eu clairement un problème de communication parce que effectivement, on a précisé à maintes reprises que c'était une propriété privée et donc le propriétaire n'autorisait pas Vinci à passer sur ses terres. J'ai même proposé, parce que c'est moi qui faisais les échanges avec les forces de gendarmerie, de leur démontrer par A plus B, en leur donnant l'acte de propriété, que c'est bien une propriété privée, en leur expliquant bien, preuve à l'appui, j'ai les documents ici présents, et j'ai même une attestation de la mairie de Kungu qui dit bien que ce terrain est une propriété privée et qu'il n'y a aucune servitude sur ce terrain et que, en tant que propriétaire privé, enfin, je rappelle quand même que c'est un droit à valeur constitutionnelle. Tout à chacun ne peut pas passer sur le terrain de l'autre. Malgré cela, aujourd'hui, vous dénoncez justement une violation de propriété. Mais très clairement. Et malgré cela, les forces de gendarmerie m'ont indiqué qu'ils avaient des ordres qui venaient de très haut et que propriété privée ou pas, y passeraient avec ou sans notre consentement. On n'a pas décidé de se laisser faire quelque part parce qu'on était dans notre bon droit, on est dans notre bon droit. Et décision a été prise dans la plus pure incompréhension de faire agir les forces de l'ordre et ça a agi à force de lacrymogènes, de matraques et autres. À l'heure actuelle, moi j'ai eu 4 salariés blessés alors qu'on ne se défendait absolument pas. On bloquait l'accès à notre propriété, aucune défense, on n'a aucune arme, enfin rien. Et on s'est retrouvé face à des escadrons qui étaient là clairement pour en découdre. Et oui, forcément, on a dû laisser rentrer, parce qu'à force de lacrymogènes, de gazeuses et des coups de matraque, bon voilà, on n'a pas les moyens de répondre, quoi. Ça fait des années que ce conflit dure entre Vinci et IBS sur cette carrière. Il y a actuellement une procédure justement d'autorisation de passage pour que Vinci rejoigne ce terrain. Il n'y a pas 50 000 manières de la rejoindre et il y a une des manières, c'est justement de passer. Cette autorisation, elle est aujourd'hui entre les mains des juges, toujours à l'heure où on se parle? Oui, tout à fait. Mais a priori, Vinci semble se défaire de quelconque nécessité judiciaire, de quelconque jugement. Ils n'ont pas besoin, a priori. Effectivement, il y a une action en cours auprès du tribunal qui doit définir si oui ou non il y a une servitude liée à ce terrain. Nous, on a la preuve que non, mais c'est en justice. Aucune décision n'est prise. Il y a un expert qui a été nommé sur le sujet, qui vient de rendre son rapport, donc qui sera étudié dans les semaines à venir. Et cet expert dit que de voies de communication pour aller à cette carrière, il y a la voie par Vallée 3, il y a la voie par Kangani, mais il le dit explicitement, elle est clairement inconcevable par rapport à la paisibilité du village, à la sécurité des personnes et autres. Et lui préférait de la création d'une voie via Trévani qui réglerait une fois pour toutes cette solution. Mais voilà, il n'y a pas de décision de justice, c'est un dossier qui est encore en cours, mais encore une fois, Vinci ont fait fi, ils n'ont pas besoin de la validation de la justice pour agir. Et étonnamment, le concours à la force publique leur a été accordé. Et ce qui m'embête vraiment là-dedans, c'est que moi j'appelle plus ça de la force publique, j'appelle ça de la force privée. On a apporté un concours, l'État a apporté un concours de force privée pour une entreprise privée. Justement, David Nagar, ce qui pose question aujourd'hui, c'est que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois qu'il y a une médiation Oui. justement entre IBS et Vinci pour tenter de trouver Tout à fait. un accord, pour tenter de résoudre ce conflit qui dure depuis des années, trop d'années. Oui. La préfecture est notamment à la manœuvre pour cette médiation. Tout à fait. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette médiation? Est-ce que finalement, c'est la fin aujourd'hui de la médiation? Non, je ne pense pas. La médiation est en cours et à contrario, je remercie sur ce point aussi bien le préfet de Mayotte que les autorités préfectorales qui ont œuvré et qui œuvrent encore à l'aboutissement de cette médiation, une médiation qui va bon train et qui, si tout le monde est intelligent, devrait arriver à une solution amiable et paisible entre tout le monde. Mais là, on est confronté à une décision, je dirais, incompréhensible de concours à la force publique, alors même qu'il y a cette médiation, alors même qu'il y a une action de justice
pour savoir si Vinci pourrait à terme passer par le village, mais qu'il n'y a aucune décision qui n'a été rendue, c'est la plus pure incompréhension. Est-ce que vous avez eu des contacts avec la préfecture ou avec les autorités depuis ce qui s'est passé ce matin pour essayer de comprendre est-ce qu'effectivement une décision de justice serait tombée sans que vous le sachiez et le préfet aurait fait appliquer cette décision? Est-ce que vous en savez un petit peu plus aujourd'hui à 19h10? En termes de décision de justice, aucune décision de justice n'est tombée et ne pouvait pas tomber de toute façon puisque l'expertise vient d'être rendue et que le dossier sera renvoyé à des audiences ultérieures pour les mémoires des parties. Donc il n'y a pas de décision de justice. Après, est-ce qu'on a eu des contacts avec la préfecture? On a tenté d'en avoir, on n'en a pas eu. Mais je vois que le préfet de Mayotte était présent et était bien pris toute la journée. Je pense qu'on en aura dans les jours à venir. Mais c'est clair qu'il va falloir que l'on comprenne. Il n'en reste pas moins que nécessairement de notre côté, il y a de fortes chances qu'une action de justice soit intentée à l'encontre de l'État. Parce qu'il va falloir que l'on m'explique comment un concours à la force publique peut être accordé pour violer une propriété privée. Vous envisagez, ça signifie un référé contre l'État aujourd'hui? Ça signifie un référé, il est en train d'être étudié par nos avocats. Je ne dis pas qu'il sera fait, on va voir certainement dès demain, mais oui, on ne peut pas non plus entre guillemets, se laisser faire. On a nos droits, les citoyens ont nos droits, les villageois de Crangagny ont aussi leurs droits. Ils ont clairement exprimé à maintes reprises ce matin aux forces de l'ordre qu'ils ne veulent pas que Vinci passe par le village. Ils leur ont demandé, pour une question de tranquillité, de paisibilité, d'inviter Vinci à passer par la zone industrielle Vallée 3. On ne les a pas entendus. Justement, David Naga, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'aujourd'hui vous instrumentalisez finalement vos salariés contre Vinci? Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre sur cette bataille qui dure? Et effectivement, les salariés sont très très impliqués, défendre à la fois leur entreprise, mais aussi forcément leurs emplois, puisqu'il y a aussi ça qui est en jeu depuis toutes ces années. Oui, mais je pense qu'il y a deux choses. Les salariés ne sont absolument pas instrumentalisés. Ce sont comme vous et moi, des hommes et des femmes qui défendent leur précaré. Ils défendent bien évidemment leur emploi, ce qui est tout à fait normal, mais il faut bien savoir qu'une grande partie de nos salariés habitent à Crangagny. Ce sont des villageois du village. Ils vivent tous les jours les difficultés du passage de camions sur la route. Alors, évidemment, les camions d'IBS ou les camions de nos clients passent par là, mais c'est un travail de longue haleine depuis plus de 10 ans où on a réussi à, quelque part, conjuguer cette difficulté avec la population, à aider la population en refaisant la route, en élargissant la route, en aidant au niveau de l'école maternelle, de l'école primaire, en participant aux associations. Voilà, on est arrivé dans un schéma d'entente avec la population qui est précaire, on le voit bien, mais qui fonctionne. Mais si demain, et les gens ne sont pas dupes, le président de l'association de Crangagny l'a très bien dit, si demain on passe de 1 camion à 2 camions, on double le volume de la circulation, ce sera intenable. Et tout ce qu'on a pu faire nous depuis une dizaine d'années pour quelque part s'allier à la population ne fonctionnera plus. Un mot quand même sur ce qui s'est passé. Après, effectivement, que les forces de l'ordre aient laissé passer c'est la direction de Vinci, ils allaient sur place sur leur terrain pour faire des relevés en vue d'obtenir notamment des autorisations. Ça a duré quelques minutes, moins de 5 minutes, moins de 3 minutes même. Est-ce que vous ne regrettez pas finalement que ça ait pris de telles proportions? Est-ce que ce n'aurait pas été plus simple, dans le cadre aussi de cette médiation, de les laisser passer par votre terrain et effectivement, après 3 minutes qu'ils partent et que tout se passe dans le bon ordre? Est-ce qu'il y a un regret de votre côté ou vous estimez que voilà, vous êtes dans votre droit et qu'il faut faire respecter la loi? Non, il n'y a aucun regret. Mais moi, je trouve que la situation était vraiment rocambolesque. Effectivement, la société Vinci devait venir, et c'était prévu pour faire des relevés, des essais, etc. etc. Nous sommes dans le métier, on sait comment ça fonctionne pour faire des OCI-CPE, pour obtenir des autorisations. Il ne faut pas de directeur, ça ne sert à rien. Il faut des techniciens, il faut des topos, il faut des bureaux d'études, il faut du matériel, etc., etc. Rien de tout ça ce matin, rien de tout ça.
ce sont deux personnes, deux directeurs de Vinci qui étaient présents, d'accord, qui, après l'intervention des forces de l'ordre, ont pu pénétrer sous bonne escorte. Ils étaient chacun d'entre eux encadrés par une quinzaine de gendarmes. Ils ont pénétré, ils ont fait 30 mètres grosso modo sur le site, d'accord. Ils ont levé la tête, ouvert les yeux, ils ont pris une photo, ils sont partis top chrono, 2 minutes 25. 2 minutes 25 pour tout ce qui s'est passé avant. Le fait de venir faire des... C'était pas ça. C'était quoi, selon vous, justement, qui recherchait justement ce précédent, cette forme de jurisprudence, c'est-à-dire passer sur votre terrain, leur permettrait ensuite de le faire sans plus aucun problème? C'est ça, selon vous? C'est exactement ça. La raison des essais n'en était pas une. Ils voulaient forcer la main, pénétrer sur le site via le village de Kangani pour créer un précédent. Et là, pour eux, semble-t-il, enfin, je pense, ils l'ont créé. Mais pour ce qui me concerne, ils ne l'ont pas créé du tout. Ils ont pénétré sur un terrain, ils ont violé une propriété privée. Ils ne sont pas entrés, ils ont violé une propriété privée. Ça n'a rien à voir. Vous envisagez une procédure contre Vinci par rapport à cette violation, ou c'est plutôt contre l'État se référer? Est-ce que vous envisagez aussi une procédure de la même manière, la réflexion est en cours, parce qu'effectivement, Vinci a pénétré sur une propriété privée, mais ils ont eu quelque part l'aval de l'État. Donc après, je ne suis pas avocat, ce sont à nos avocats de définir dans quel sens iront les procédures s'il y en a, mais c'est clair qu'on ne va pas en rester là. Un dernier mot, le temps nous presse. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui aux autorités, notamment par rapport à cette médiation aussi qui était en cours? Quel message vous avez envie de faire passer? Encore une fois, qu'on a pleinement confiance envers les autorités préfectorales, que le travail qui a été accompli depuis maintenant plusieurs mois ont permis de faire pas mal de choses. Nous sommes tous des gens intelligents. Faire la guerre comme ça s'est passé ce matin, c'était une guérilla. Enfin, il faut bien se rendre compte que j'étais aux premières loges, mais comme tous mes responsables, on s'est tous fait gazer, maltraiter, mais comme des délinquants. Comme des délinquants, au sens... Aucun moyen de défense, d'ailleurs, n'était pas là pour se défendre. Juste pour l'anecdote, juste avant que les forces de l'ordre interviennent, un de mes collaborateurs qui habite à Kangani a chanté la Marseillaise et a demandé à ce qu'il n'y ait pas de problème de ne pas faire ce qu'ils allaient faire. Et ça s'est produit. Encore une fois, vu les velléités de Vinci, juste de vouloir pénétrer pour rester 2 minutes 25 exactement sur le site. Mais attendez, là si on parle d'instrumentalisation, on est bien dans le cas. Hein. Merci beaucoup David Nagar. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la société Sandawana. Merci d'avoir accepté cette invitation. On suivra bien sûr dans les prochains jours cette affaire, puisqu'on peut parler aujourd'hui d'affaires. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose d'ouvrir une page politique comme chaque soir avant les municipales. Salam Ibako est candidat à la mairie de Mtsangamouji pour le parti MDM. Si pour lui de nombreux domaines doivent être priorisés, il souhaite mettre l'accent sur la prise en charge de la jeunesse. Pour ce faire, s'il est élu, il promet d'améliorer les conditions de travail dans les écoles. Autre grand chantier, l'insertion des jeunes de la commune. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Première problématique, on prend les jeunes qui sont en scolarité, collège, lycée. Pendant les vacances, on les voit traîner dans les villages, sans aucune structure où ils vont. Il n'y a pas d'animation dans la commune. Ça, c'est un gros problème que nous avons pensé à régler, c'est-à-dire construire une pôle culturelle, un grand pôle culturel, mais qui seront bien sûr, cette construction-là va être intégrée les besoins, parce qu'il faut qu'on les réfléchisse avec eux, il faut qu'on leur demande ce qu'ils ont besoin, qu'on puisse l'intégrer dans le projet de construction de pôle culturel. Deuxième problème des jeunesses, c'est que vous venez de dire, c'est le problème d'insertion des jeunes. Aujourd'hui, les jeunes sont sentis délaissés. Qu'est-ce qu'on va proposer, nous? On a maintenant installé les CCS dans toutes les communes. Tout le monde sait qu'il y a un CCS. On peut avoir le moyen d'installer dans le CCS une antenne d'insertion de ces jeunes-là. On peut insérer le suivi de ces jeunes en termes de formation avec les missions locales, par exemple, avec les GSMA de Kombani. Créer une journée porte ouverte avec les GSMA de Kombani permettront aux jeunes de découvrir, de voir exactement ce qu'ils veulent.
Tout autre sujet maintenant, l'ice cream roll. Ce concept innovant de glace importé de Thaïlande séduit depuis quelques années la clientèle mahoraise. Un spectacle suivi d'une dégustation que l'entrepreneur Bakar Ahmed Abderrahman a souhaité développer sur l'île qu'il a vu grandir. Aujourd'hui, l'entreprise est en plein essor. Alors, en quoi consiste la réalisation de ces glaces et où le concept doit-il se développer? Marion Tellier. Elle est ces dernières années devenue la star en matière de glace. Une plaque réfrigérée, une base liquide composée de lait entier frais, de crème fraîche et de sucre étalé. Quelques ingrédients gourmands, un brin d'agilité et le tour est joué. La glace roulée est fin prête à être dégustée. Un concept pour le moins original que le jeune entrepreneur Bakar Ahmed a découvert lors d'un voyage. Je faisais un voyage avec un de mes bons potes. On a fait un voyage en Thaïlande où j'ai découvert ce concept-là là-bas. Et c'était lors d'un soir où j'ai entendu du bruit, j'ai entendu ta-da-da-da-da-da. J'ai fait oh, c'est quoi ça? Et du coup, à ce moment-là, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Et il nous dit ice cream, ice cream. Bah, du coup, on s'est dit pourquoi pas choisir une glace? Convaincu tant par la réalisation que par le goût, Bakar Ahmed décide d'importer le concept sur l'île au parfum. Au plus grand bonheur des Mahorais, désormais eux aussi séduits par l'originalité des saveurs proposées. On travaille sur des planchas glacés, donc des machines refroidies à moins 30. Le client va venir, va choisir sa base. Et ensuite, les gens choisissent des ingrédients qu'ils vont incorporer à l'intérieur. On essaye de varier, de proposer plusieurs sortes de produits. Et le client va composer sa glace de A à Z. Et ensuite, on va lui faire devant lui et il va déguster. Voilà, donc on a du spectacle, on a une dégustation à la suite. Le bruit des spatules percutant la plaque réfrigérée résonnera bientôt à Tsararano. L'entrepreneur compte en effet développer ce concept sur l'ensemble de l'île, en multipliant les points de vente et en diversifiant ses formules. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment une mosquée de la discorde ou encore la reprise de la grève contre la réforme des retraites. Au montage, Leslie Vieumenet. Samedi dernier, le collectif de défense des intérêts de Mayotte, CODIM, a tenté de détruire une mosquée à Majimeouni dont les membres sont suspectés de tenir des prêches radicaux. Empêché par les gendarmes, le CODIM trouve aujourd'hui le soutien de l'association collective des citoyens de Mayotte qui indique sur les réseaux sociaux, je cite, « Nous demandons au préfet, au Grand Cadi et au ministère de l'Intérieur d'agir au plus vite pour empêcher la propagation de discours contraires à l'islam traditionnel de Mayotte, tolérant, paisible et bienveillant. » Alors que plusieurs personnes radicalisées ou mises en cause dans des affaires de terrorisme ont trouvé refuge sur notre île, nous avons fait part de notre vive inquiétude sur la question lors de nos réunions à la préfecture ces dernières années. Il est urgent de prendre des mesures judiciaires fermes et de mettre fin à tout angélisme. Mayotte ne peut tomber entre les mains de pseudo-religieux venus semer la haine et profiter de la misère spirituelle ou matérielle de certains pour menacer la paix civile. Une proposition de loi émanant du groupe Union Centriste vise à permettre la déclaration de naissance auprès de l'officier d'état civil du lieu de résidence des parents en option du lieu de sa naissance effective, qu'est la maternité la plupart du temps. En effet, la concentration actuelle des lieux de déclaration de naissance entraîne l'amaigrissement des registres des autres communes. C'est ce qui a motivé ce changement puisque cela impacte par exemple sur l'attractivité des dites communes. Sur les réseaux sociaux, le sénateur Thani Mohamed Soilihi a lancé ces quelques mots en forme de soutien à cette proposition de loi, je cite « Je suis intervenu en séance pour louer les bienfaits en Outre-mer de ce changement à intervenir qui fera dans un premier temps l'objet d'une expérimentation afin d'en mesurer tous les impacts. J'ai pris l'exemple de Mamoudzou, commune où sont enregistrés les 3/4 des naissances de Mayotte, alors que les parents résident sur l'ensemble des 17 communes. » Selon l'intersyndicale de Mayotte, le projet de loi présenté ce vendredi 24 sur la loi de réforme des retraites montre que non seulement l'âge pivot n'est pas retiré, mais en plus qu'il prévoit d'être porté jusqu'à 67 ans pour celles et ceux nés après 1990. À Mayotte, les organisations syndicales de la FSU, CGT et Sud exigent le maintien du système de retraite existant. Les syndicats ajoutent que le gouvernement hurlait au complotisme lorsqu'on le soupçonnait de favoriser la capitalisation. Pourtant, l'article 64 du projet de loi annonce que le secteur de l'assurance est appelé à se mobiliser afin que l'économie française puisse bénéficier pleinement du dynamisme de l'épargne retraite. L'intersyndicale exige toujours l'abandon du projet de retraite par points, la mise en place immédiate de la retraite complémentaire ou encore le maintien de la bonification outre-mer en trimestre. Elle appelle à la grève aujourd'hui et demain, puis à une manifestation ce vendredi, place de la République à Mamoudzou.
Environnement pour clore cette édition. Mayotte accueille une faune et une flore exceptionnelles avec des espèces uniques au monde. L'île est notamment une terre d'accueil pour des dizaines d'espèces d'oiseaux. Problème, de nombreuses menaces pèsent sur ces espèces et certaines sont aujourd'hui en danger d'extinction. L'association GEPOMAI, créée en 2010, est un groupe d'études de l'avifaune locale et de son évolution. Elle a pour mission d'étudier, de protéger et de sensibiliser le grand public sur les oiseaux de l'île. Au montage, Leslie Vumenet. Le groupe d'études et de protection des oiseaux de Mayotte, GEPOMAI, compte aujourd'hui 7 collaborateurs et une centaine d'adhérents. Depuis sa création il y a 10 ans, l'association étudie, protège, mais surtout sensibilise les publics sur l'exceptionnelle richesse de l'avifaune locale. À Mayotte, il y a un comité d'homologation régional. Donc chaque fois, on demande à des observations, il peut y avoir des observations rares. Donc toutes les observations qui ont été faites depuis que le comité d'homologation régional existe, il y a eu 151 espèces d'oiseaux recensées à Mayotte. Mais par exemple, des oiseaux rares qui sont déviés à cause d'un cyclone, ça peut être vu de façon très rare et c'est compté dans les 151 espèces. Ah, d'accord. On a vu donc c'est les 151 une cigogne espèces blanche qui sont passées par Mayotte, c'est pas 151 espèces qui vivent à Mayotte, c'est voilà. ce qu'on a recensé à Mayotte. Qu'on a recensé qui peuvent être très rares. Après, le nombre d'espèces qui sont présentes toute l'année ou chaque année, parce que c'est un couloir de migration, on en compte à peu près 70-80. Ouais, c'est énorme. Des espèces quand même, pour une île aussi petite entre guillemets que Mayotte, à l'échelle de Mayotte, c'est énorme. Cette richesse est aujourd'hui menacée et certaines espèces d'oiseaux sont en danger d'extinction. Le GEPOMAI et les différents acteurs se mobilisent depuis plusieurs années afin de protéger les oiseaux de l'île. Perte de l'habitat, braconnage, dérangement, on parlait du dérangement aussi. Mais la perte de l'habitat est un facteur vraiment important et en plus, il y a des solutions. On peut travailler avec les éleveurs, par exemple, on va travailler avec les éleveurs parce qu'il y a des sites où ils viennent s'alimenter, ces oiseaux. D'accord. Et il y a des sites qui dépendent des zébus. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de zébus, parce que s'il y a trop de zébus, ça va détruire le milieu. S'il n'y a pas assez de zébus, l'herbe va pousser et les oiseaux ne vont pas pouvoir venir se nourrir. Donc on travaille avec les humains, peuvent avoir un impact positif. Et là, il y a je ne sais pas si vous avez entendu parler, on en parle beaucoup, de la future réserve nationale des monts et des crêtes qui va être créée. Et peut-être que ça va permettre de diminuer les menaces. Cette réserve naturelle nationale vise à protéger le patrimoine naturel de l'île. En effet, si Mayotte souhaite développer le tourisme et notamment l'écotourisme, il convient d'agir en faveur de la protection des espèces. Là, on va essayer prochainement, au mois de février, avec les acteurs du tourisme, de réfléchir à de l'écotourisme, à montrer l'importance des oiseaux au niveau de Mayotte, puisque dans pas mal de pays, les oiseaux sont valorisés et représentent beaucoup d'argent pour certains pays, puisque des gens peuvent se déplacer au niveau mondial pour observer des oiseaux. Donc ça, oui, on peut développer le tourisme avec les oiseaux, mais toujours en réfléchissant, en respectant une méthode d'approche dans le cadre de l'écotourisme. A noter qu'en 2020, le GEPOMAI va lancer un outil de sciences participatives nommé Suivi temporaire des oiseaux communs. Objectif, impliquer des observateurs bénévoles pour obtenir une large quantité d'informations sur les espèces, afin d'être en mesure de mieux les protéger. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.